Bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, surtout sur ce 6e salon des expérimentations et innovations solidaires. Pour me présenter rapidement, je suis Marc Rousseau et je suis directeur général adjoint d'Ascoria, mais je suis ici ce matin en tant que délégué général de la Grande École des Solidarités. Je vais être très rapide et laisser surtout Louise Katz, qui est donc cofondatrice de La Grenouille à Grande Bouche, qui organise un certain nombre de choses sur ce salon et qui va animer la table ronde à laquelle vous participez aujourd'hui sur un sujet qui est un sujet éminemment important, même si on peut se demander parfois si ces questions aussi élevées sont en prise directe avec l'action. Et je pense qu'on va pouvoir en parler plus en profondeur. Merci donc de participer à ce premier temps fort. Pourquoi la Grande École des Solidarités? Pourquoi vous parlez de cette Grande École des Solidarités? D'abord parce que les intervenantes qui sont dans cette table ronde représentent en elles-mêmes la dynamique et la dynamique scientifique qui se met à l'œuvre au sein de ce grand projet de Grande École des Solidarités qui relie 4 établissements de l'enseignement supérieur sur Rennes: Sciences Po, Rennes, Ascoria, l'EHESP et l'Université de Rennes 2, avec une volonté absolument assumée en tant que Grande École des Solidarités, non pas de construire des murs, mais de créer des ponts entre ces différentes intelligences qui sont à l'œuvre sur le site de Rennes en l'occurrence, mais sur toute la Bretagne et sans doute sur le territoire national, voire international, pour faire des solidarités un sujet qui soit ruisselant en quelque sorte sur l'ensemble des pans de la société. C'est un vrai enjeu aujourd'hui que ces questions de solidarité ne soient plus enferrées dans un secteur particulier. La Grande École des Solidarités, c'est le lieu où on peut penser les solidarités de demain. C'est le lieu où on peut créer de l'offre de formation pour demain sur les questions de solidarité. Et c'est le lieu aussi où on peut se faire rencontrer les intelligences et les personnes, donc les idées, sur cette question des solidarités. C'est pour ça que je suis très très fier de commencer ce grand salon, 6e salon, je le disais tout à l'heure, très fier de le démarrer par ce temps fort consacré à une question qui n'est absolument pas neutre, la question de la place de la société civile dans la pensée, dans la recherche sur les questions de solidarité. Merci vraiment à tous et à toutes. Et je laisse la parole à Louise pour présenter nos invités. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents. Nous sommes donc pour parler de ce sujet de la co-construction des connaissances et des collaborations entre chercheurs, acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire, travailleurs sociaux et personnes concernées. Donc, nous sommes avec Armelle de Guibert, directrice générale adjointe de l'association Aurore et professeure associée à Sciences Po Rennes. Nous sommes également avec Virginie Muniglia, qui est enseignante-chercheuse en sociologie à l'EHESP, et avec Eugénie Terrier, chargée de recherche en géographie sociale à Ascoria, si je n'ai pas dit de bêtises. Tout est bon. Du coup, juste pour... vous redonner le contexte de cette table ronde. On va avoir environ 3 quarts d'heure d'entretien, d'animation de table ronde, et ensuite on aura 3 quarts d'heure d'échange avec vous, avec le public. Donc vous pourrez vraiment intervenir et poser toutes vos questions. Pour commencer, vous avez toutes les 3 une pratique active de la recherche, vous aussi Armelle de Guibert. C'est une recherche que je qualifierais, on pourrait dire une recherche qu'on pourrait qualifier de classique, c'est-à-dire
vous travaillez comme chercheuse avec des équipes de chercheurs, donc ça c'est le socle du travail, mais Virginie et Eugénie, vous avez également eu dans votre parcours des expériences de recherche qu'on pourrait qualifier de collaboratives, des expériences qui impliquent la société civile. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire brièvement à quelles occasions, dans quelles conditions, ces projets de recherche un peu atypiques ont pu voir le jour ? Vous m'entendez ? Non. Je démarre si tu veux. Donc, alors, à plusieurs occasions, mais sans doute une occasion principale, j'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre de recherche collaborative avec une équipe de prévention spécialisée, des éducateurs de prévention spécialisés et des ressortissants, des destinataires de leur action sur un projet de recherche consacré aux jeunes en rupture. Et Antoine Lepelletier, qui était éducateur spécialisé à la SEA 35, a participé à cette recherche, il est présent dans la salle. Et, donc on avait été sollicité par cette association, la SEA 35, dans le cadre de la chaire de recherche sur la jeunesse à l'époque, pour travailler sur une recherche consacrée aux jeunes en rupture. Très bien. Et Eugénie, toujours pas de micro. Là, hop, il va falloir faire de l'échange de micro. Alors moi, du coup, je ne vais pas pouvoir tout citer parce qu'il y en a plusieurs depuis que je suis chargée de recherche. Ça fait maintenant 11 années. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois, c'est des acteurs très différents avec qui je suis amenée à faire la recherche collaborative. Donc des fois, ce sont des élus, des fois, ce sont des cadres de direction ou des chefs d'équipe, des professionnels de terrain, des personnes concernées, des étudiants. Donc vraiment une diversité de personnes. Peut-être je peux donner un exemple ou deux. Sur lesquels d'ailleurs je vais m'appuyer pour répondre aux questions. C'est vraiment comme un retour sur expérience. C'est ce matin. J'ai eu l'occasion de faire de la recherche collaborative avec des professionnels de la protection de l'enfance, différents métiers, éducateurs, assistants de service social, puéricultrices, PMI, protection maternelle infantile, etc. C'était une recherche, par exemple, là c'était sur comment mieux connaître les parents qui ont des enfants placés. Et donc on a fait une enquête, on va dire, alors là c'est une analyse des dossiers des parents accompagnés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Donc on a travaillé pendant 3 ans ensemble avec ces intervenants. Une autre recherche où là on n'avait pas d'intervenants de terrain directement, mais on était plus avec des équipes d'encadrement et des élus. C'était sur un autre sujet, sur la question, on va dire, des partenariats et des relations entre les différents acteurs du social, par exemple entre le conseil départemental et des élus locaux. Voilà, c'est 2 exemples, mais je peux en donner d'autres. Oui, et donc il y en a eu plein d'autres. Alors il y avait quelque chose qui m'avait déjà interpellée dans ce que vous venez de poser. Virginie disait que ça avait été, cette recherche avait été menée, enfin en tout cas initiée à la demande de l'association qui travaille avec ces jeunes en rupture. Est-ce que c'est souvent le cas que la recherche soit initiée comme ça par les travailleurs sociaux, ou ça change, pareil, dans cette diversité d'acteurs, en fait, qui initie la recherche ? Moi, me concernant, souvent ce sont on va dire d'abord les structures institutionnelles qui portent, et qui vont financer la recherche. Pas forcément, du coup, c'était pas une demande à la base des travailleurs sociaux ou même des personnes concernées. Donc là, c'était des collectivités ou moi, c'est surtout avec des collectivités ou des groupes, des réseaux d'acteurs. Ok. Ouais. C'est vrai que l'expérience, elle peut être dans les 2 sens. Parce que du coup, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Quand j'étais, donc peut-être avant... voir si tu peut-être parler plus en face, ou peut-être qu'il marche plus. Ouais. Je crois qu'on entend bien, non? Sans micro. Ah non, voilà. Donc j'étais précédemment déléguée générale des Petits Frères des Pauvres, et on avait été contacté par un laboratoire de Sciences Po Paris, par Nona Meyer et Florence Hegel, pour faire une étude. C'était avant les élections présidentielles, pour savoir comment les personnes dans la grande marginalité
participer ou non au débat public, et ils avaient demandé de faire une recherche immersive dans une de nos structures d'accueil de jour qui s'appelle l'Étape, et ça avait donné lieu d'ailleurs à un livre qui s'appelle Les Invisibles, dans le débat public. Et en fait, fort de ça, après, on se posait beaucoup de questions sur la manière de faire participer les personnes quand les gens sont hébergés en diffus. Donc j'imagine que tous les étudiants le savent, mais dans les établissements sociaux et médico-sociaux, on a une obligation de créer des instances de participation, mais ça a toujours été, en tous les cas dans les structures que j'ai dirigées, une volonté d'aller au-delà de cette obligation et d'en faire vraiment aussi un outil de participation citoyenne pour les personnes. Et dans ce cadre-là, on se disait c'est compliqué d'avoir une instance réellement représentative, puisque en fait, ces personnes étaient hébergées dans du diffus, c'est-à-dire soit dans du logement, soit dans des hôtels, mais n'avaient pas peu de vie commune. Donc quel sens ça pouvait avoir des élections? Et donc on avait recontacté en disant voilà, nous on a accepté d'être lieu d'expérimentation et pour votre recherche. Est-ce que vous pourriez faire une recherche autour de quelle serait la forme idéale de participation et du coup, ils ont mené des focus group auprès à la fois des personnes accompagnées et des bénévoles pour dire finalement comment on évite aussi l'institutionnalisation de la représentation des personnes comme on l'a vécu à certains moments. Et est-ce que ce qu'on avait expérimenté, nous, à savoir une sorte de tirage au sort, en partant après sur le volontariat, mais en se disant finalement la meilleure manière de ne pas avoir des personnes, entre guillemets, qui nous servent la soupe et qui disent vraiment des choses sur notre fonctionnement, c'est ce tirage au sort et d'évaluer comment les gens le percevaient, ceux qui avaient participé. Donc ça peut être effectivement dans les deux sens, c'est-à-dire que quand la recherche vient vers nous, l'association, ça nous permet de les identifier et après de se dire, tiens, quand on a un vrai sujet autour du travail social, donc là, cette question de la participation des personnes est vraiment quelque chose de très structurant, dans le secteur, plutôt que nous d'y répondre un peu trop vite, de pouvoir avoir ces équipes de recherche. Et c'est une recherche qui a duré 2 ou 3 ans. Et ça a vraiment été des enseignements extrêmement importants. Donc c'est aussi dans cet aller-retour avec les équipes de recherche que c'est intéressant, je trouve. Merci beaucoup. Ça permettait de poser différents cas de figure sur qui initie la recherche et des allers-retours justement qui peuvent être faits. Armelle, vous avez fait la transition vers mon autre question que je vais peut-être adresser à Virginie parce que c'était une expérience particulière. Justement, l'implication des personnes concernées, c'est une problématique à part entière. Comment on peut participer à une recherche dont on est l'objet? C'était le cas avec les jeunes en rupture dans l'expérience que vous avez faite? Alors, c'est pas une démarche simple à mettre en place et ça nécessite des compétences qui ne sont pas des compétences habituellement mises en œuvre dans le cadre de recherche académique. Là, en l'occurrence, c'était une recherche qui impliquait donc des éducateurs de prévention et des jeunes qui avaient été eux-mêmes en lien avec des services sociaux à un moment donné dans leur parcours, et notamment en lien avec ces éducateurs de prévention. Donc il y avait un travail qui était à faire, qui était un travail de remise en question de la symétrie de la relation qui peut se nouer dans une relation d'aide. Éviter que ce rapport aidant-aidé soit à l'œuvre dans le cadre de la relation pour qu'on ait des relations plus horizontales. De même, surmonter un peu l'appréhension qu'il peut y avoir par rapport au milieu de la recherche. Donc là, il y avait un travail qui était à faire. Donc, ce qui a été fait, on avait à ce moment-là une étudiante d'un master de l'EHESP qui était impliquée dans la recherche et qui a travaillé avec nous pour qu'on puisse s'interconnaître sur un mode beaucoup plus horizontal et échanger sur nos parcours respectifs sans comment dire, en se dévoilant, mais comme on a envie chacun de le faire, et au niveau des relations interpersonnelles, c'est-à-dire surmonter cette relation entre professionnels et usagers, surmonter cette relation entre ce qui pouvait être imaginé comme un chercheur qui pourrait être impressionnant et finalement revenir sur les stéréotypes et représentations de chacun. Donc c'est un travail préalable qui demande du temps dans la mise en œuvre de la recherche. Ça, c'est une première étape.
il y a cette dimension-là, et puis il y a une autre dimension, alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, qui est la dimension propre à la précarité des parcours de ces jeunes gens qui étaient impliqués. C'était des jeunes gens qu'on a qualifiés d'en rupture et qui étaient dans des situations de marginalité importante ou qui l'avaient été à un moment donné dans leur parcours et qui gardaient les traces de ce parcours. Enfin voilà, pour certains ils en étaient sortis mais pas complètement. Donc en termes de précarité de la trajectoire, sur une recherche qui a duré 4 bonnes années, 4 larges années, on voit bien que les changements multiples dans les parcours de ces jeunes ont une implication sur leur capacité à s'impliquer sur la durée. Donc il y a une jeune fille qui a été impliquée de bout en bout dans la recherche. Pour elle, ça a été, visiblement, d'après ce qu'elle nous en a dit, une expérience constructive, mais ça a aussi été pour les autres des expériences beaucoup plus ponctuelles. Donc il a fallu jouer avec ça aussi. Plus généralement, et peut-être c'est une question pour vous deux ou pour Eugénie, je ne sais pas, peut-être pour Armelle, mais la recherche, c'est des méthodes, des process établis. Par exemple, moi, je ne sais pas, j'y connais rien du tout en géographie sociale. Je ne sais pas mener un entretien sociologique. Comment est-ce qu'on forme les co-chercheurs? Comment est-ce qu'on partage ces process? Est-ce qu'il faut adapter les méthodes? Voilà, comment on fait équipe, quoi. Voilà, parce que c'est sympa de vouloir collaborer, mais... Tu veux, comme tu veux. Alors, par exemple, ce qui est intéressant quand qu'on se retrouve à mettre en œuvre des méthodes de recherche avec des personnes qui ne sont pas forcément formées professionnellement à la recherche, c'est que c'est exigeant pour le chercheur, parce qu'on se retrouve à devoir tout bien, étape par étape, se redire pourquoi on fait comme ça ou comme ci. Par exemple, je vais donner l'exemple encore là, de la recherche en protection de l'enfance avec les intervenants sociaux. On avait décidé d'analyser 200 dossiers de l'aide sociale à l'enfance avec une grille avec des questions qui nous permettaient dans les dossiers d'aller chercher des informations. Et on a dû se mettre d'accord ensemble sur tous les mots qu'on utilisait dans les questions qu'on se posait, parce que comme c'était une recherche collaborative, en fait, on était plusieurs à analyser les dossiers, dont des travailleurs sociaux. Donc ça prenait beaucoup de temps. Et aussi, on a pu, dans une autre recherche collaborative, faire des entretiens en binôme, un chercheur et un non-chercheur auprès de personnes accompagnées. Donc ça a créé d'autres choses qui est ce binôme. Alors après, ça dépend des recherches. Certaines recherches, on ne va pas tout faire ensemble. Des fois, c'est juste les chercheurs qui vont faire l'enquête sur le terrain et qui ramènent les données dans le groupe où on analyse ensemble. Enfin, il y a plusieurs manières de collaborer. Oui, mais de fait, si on veut impliquer les acteurs de la société civile largement dans la recherche, qui est une expertise qui n'est pas la leur, ça suppose qu'on ait ce rôle de formation, mais qu'il y a un rôle de formation qui va être adapté. Parce que leur position fait que... ils ne vont pas pouvoir s'approprier l'expertise de chercheurs de bout en bout. Donc c'est un accompagnement progressif qui va aussi devoir tenir compte de leur position particulière. C'est-à-dire qu'un éducateur qui interroge un autre éducateur sur une situation qu'ils connaissent tous les deux, ça ne va pas être possible de mettre en œuvre la distance qui est demandée dans un entretien de recherche habituellement. Et donc, on va admettre des discussions qui sont plus des discussions d'échange de points de vue sur la situation, ce qui ne va pas se faire dans le modèle de la recherche. Sur le partage de données, vont se poser des questions qui sont liées à l'anonymat des données. Quand on interroge des jeunes gens dans un groupe d'interconnaissance, le partage des entretiens qui ont été conduits avec des jeunes qu'ils peuvent être amenés à connaître ou nous ont été livrés des éléments qui sont très personnels, ça va poser question. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont venir interroger le processus de recherche, qui viennent du fait que les acteurs impliqués sont aussi en partie objets de la recherche. Là, on le voit, donc ça produit des... On l'a vu sur vous, comment ça vous demande quand même d'adapter vos méthodes, comment vous
devez partager, être peut-être encore plus rigoureux que d'habitude. Est-ce que ça, plus largement, on n'obtient pas les mêmes résultats que dans une recherche classique? Qu'est-ce que ça change d'impliquer les gens? Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que parfois, on va plus vite. Autant ça prend beaucoup de temps de traduction, la recherche collaborative, d'interconnaissance, de casser les a priori les uns sur les autres. Mais par contre, moi, j'ai l'impression que ça accélère le mouvement sur des choses qui se passent sur le terrain, par exemple, que moi, si j'étais restée entre chercheurs, il aurait fallu que j'aille passer du temps sur le terrain pour comprendre ce qui se passe, déconstruire. Alors des fois, d'être avec les acteurs dès le début de la recherche pour construire le projet, il y a des choses qui vont être mises sur la table que moi, en tant que chercheur, j'en avais pas encore connaissance. Et qui vont accélérer le mouvement pour aller du coup à la question d'après ou à l'hypothèse d'après en fait. Et peut-être c'est pour rebondir et pour les travailleurs sociaux avec qui vous travaillez, notamment Virginie dans l'expérience dont on parle depuis le début, ils arrivaient avec des demandes, des questions, comme Armelle pouvait le dire, quand on sollicite une expertise de recherche. Est-ce que les travailleurs sociaux sont repartis avec ce qu'ils étaient venus chercher? Alors, ou autre chose ou... Sans doute pas complètement, parce que ce qu'ils étaient venus chercher au départ, ça a bougé beaucoup dans le processus de recherche, c'est-à-dire que leur questionnement initial, il a été réinterrogé par le processus de recherche, mais ce que ça a visiblement fait quand même, c'est une appropriation beaucoup plus facile des résultats de la recherche et surtout la possibilité de le traduire directement en préconisation pour l'action. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment appropriés le travail de recherche, ces résultats, et ils étaient en mesure de travailler avec les destinataires des actions pour être dans la préconisation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à faire dans le milieu de la recherche. On n'est pas compétent pour ça. Et en termes de transmission, on est beaucoup moins efficace quand on est dans la simple restitution d'informations. Et pour les personnes concernées, puisqu'en plus, là, cette expérience un peu unique d'avoir même pu associer, enfin pas unique, en fait, je pense, Génie, vous avez aussi des expériences dans le domaine, mais qu'est-ce que ça change pour elle d'avoir été associée à ce travail de recherche? Alors, l'impression que leur parole est entendue, mais ça c'est le cas quand on fait des entretiens, déjà avec ces jeunes en grande difficulté, mais surtout en termes d'estime de soi. Se dire qu'on est capable de mener de bout en bout une démarche intellectuelle exigeante, de s'approprier des façons de faire, de progresser en termes de compétences, d'être impliqué dans un collectif, en termes d'estime de soi, je crois que c'est ce qui était ressorti de nos échanges sur les effets de cette recherche, c'était particulièrement important. Eugénie, merci. Ouais, on parle des personnes concernées, mais je pense que ces effets, on peut aussi les observer pour l'ensemble des personnes, des types d'acteurs, parce que les travailleurs sociaux, si on prend l'exemple des intervenants, des professionnels de terrain, ça peut aussi être, quand ça se passe bien, ce processus de recherche, source d'empowerment, entre guillemets, de se sentir après capable de mieux argumenter certaines observations de terrain et de pouvoir, moi j'ai pu faire l'expérience de présenter les résultats de recherche avec les travailleurs sociaux, avec l'équipe de recherche collaborative, devant leurs élus, devant les cadres de leur institution, et du coup de se sentir écouté et en situation d'expertise soutenue par la méthodologie de recherche. Et alors, vous avez dit quand ça se passe bien. On a évoqué aussi beaucoup la question du temps. Ces recherches collaboratives, elles sont difficiles. C'est pas forcément aisé à mettre en place. C'est quoi les principales difficultés qu'on peut rencontrer? Alors, la question du temps, ça c'est clairement central. À plusieurs points de vue, la recherche, c'est un processus long.
qui ne correspond pas forcément au calendrier des acteurs. C'est-à-dire que les questions qui vont qui vont initier la recherche collaborative, elles vont avoir une acuité très forte à un moment donné dans une actualité, qui est l'actualité de la structure en question ou de la collectivité territoriale. Et puis, très rapidement, on va passer à autre chose. Or, un processus de recherche approfondie, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et si on est vraiment sur un processus de recherche collaboratif, voilà, ça va prendre d'autant plus de temps. Il y a également le fait qu'on ne travaille pas selon les mêmes calendriers. Pour certaines personnes, c'est inclus dans leur temps de travail, et je pense notamment aux chercheurs, mais les travailleurs sociaux avec lesquels j'ai travaillé, c'était également dans leur temps de travail. Pour les jeunes qui étaient impliqués dans la recherche, c'était en plus. Donc ça voulait dire le soir après le boulot, quand ils avaient repris le boulot, une formation, le week-end, ça voulait dire qu'il fallait aussi qu'il y ait une garde d'enfants qui soit prévue, qu'il y ait du matériel aussi, une connexion Internet, un ordinateur, enfin voilà, tout ce dont on ne dispose pas forcément quand c'est pas votre activité professionnelle. Donc du point de vue matériel, et puis je vous le disais tout à l'heure, du point de vue aussi de la précarité des positions, l'implication dans la recherche, c'est particulièrement compliqué. Génie, si vous voulez compléter. Là, par exemple, en ce moment, une des plus grandes difficultés, et c'est en lien avec le temps, mais pas que, c'est la difficulté à pouvoir associer vraiment des professionnels de terrain dans les recherches collaboratives. Pas forcément qu'ils n'aient pas envie. Alors certains, certes, la recherche, ça leur parle pas trop, mais beaucoup de travailleurs sociaux sont déjà dans une approche réflexive par rapport à leur pratique, ou ont envie de mieux comprendre les situations des personnes qu'ils accompagnent. Mais là, c'est le contexte, en fait. Là, il y a eu la Covid, la situation sanitaire, ça a beaucoup pressurisé les institutions, les structures et sur le terrain. Et forcément, la recherche, c'est pas l'urgence. Forcément. Bon, bref, en tout cas, c'était pas l'urgence. Et donc, le fait que les institutions n'ont pas forcément, selon les moments où elles sont, portées fortement cette idée de recherche ou de participation de leurs professionnels à la recherche. Donc, selon les moments aussi, j'ai bien vu que quand je suis arrivée il y a 10 ans, il y avait eu une volonté d'une collectivité de vraiment de faire la recherche-action et des travailleurs sociaux. Du coup, on leur avait proposé, et ceux qui étaient volontaires étaient venus. Là, depuis quelques temps, les professionnels de terrain, on leur dit on ne peut pas aller les chercher, ils sont sursollicités. Et donc, ça, pour l'accès au terrain, l'accès, par exemple, si on veut interviewer, aller à la rencontre des personnes accompagnées, si on n'a pas déjà cette alliance avec des travailleurs sociaux et ce travail de partenariat avec les travailleurs sociaux autour de la recherche, on arrive en tant que chercheur, si ça descend par la voie hiérarchique, il n'y a pas d'accès, ça ne fonctionne pas très bien, quoi. C'est une des difficultés. On peut imaginer. Peut-être maintenant on va plus se concentrer sur le parcours d'Armelle de Guibert. Donc vous, c'est plutôt dans l'expérimentation que vous avez fait l'expérience du collaboratif et de la mixité des acteurs à travers des tiers-lieux emblématiques comme les grands voisins, mais aussi surtout les 5 toits à Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ces projets, et nous dire comment est née l'idée et qui en est à l'initiative ? Alors, les grands voisins, ça date, mais le tout départ, c'est quand même la PHP, qui a des locaux disponibles, qui ne sait pas quoi en faire. Et puis un afflux migratoire important à cette époque-là, la mairie de Paris et l'État sont un peu débordés par la situation et il faut créer des places rapidement. Il ne faut pas se le cacher, au tout départ, il n'y avait pas du tout l'idée de transformer Saint-Vincent-de-Paul, ce qui était l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, en tiers-lieu solidaire. C'était d'abord des places d'hébergement rapides. Donc ils cherchent une association, Aurore et Coalia sont désignés. Et effectivement, on héberge très rapidement des personnes demandeurs d'asile, mais aussi des personnes sans domicile, parce qu'on avait un centre dans les anciens locaux, c'est toujours les hôpitaux, de Maison Blanche, et il y a besoin de leur retrouver une structure. Et très rapidement, la mairie de Paris se dit, mais comment faire en sorte que les citoyens, les habitants, acceptent bien cette nouvelle population, parce que je peux vous dire qu'ils ne nous ont pas vus d'un très bon œil. Comme récemment, on avait défrayé la chronique dans le 16e
avec Promesse de l'Aube, où il y a eu une levée de bouclier de tous les habitants en disant ça va faire baisser le prix au mètre carré, ils vont violer les filles, etc. Donc c'est vrai que souvent, quand un dispositif social arrive dans un quartier, et qui plus est un quartier entre guillemets huppé, on n'est pas vu d'un bon œil. Et en même temps, s'il n'y a pas une logique un petit peu volontaire et courageuse des municipalités, on concentre toujours les pauvres au même endroit. D'ailleurs, il suffit de regarder à Paris, c'est 18, 19, 20e, 13e, où on voit où sont implantés les centres d'hébergement d'urgence ou centres de stabilisation. Donc si on veut changer un petit peu cette logique, l'idée c'était de dire une association spécialiste de la grande exclusion, elle n'apporte pas qu'un problème. Elle peut apporter une solution et des vivre ensemble. Donc l'idée de faire de la mixité sociale et d'accueillir dans ce lieu aussi des acteurs économiques, des acteurs de l'art, ce qu'on a pu faire avec Plateau Urbain et Yes We Camp, avec effectivement des manifestations culturelles, c'était une manière de rendre durablement acceptable cette population. Et c'est ce qui s'est passé, puisque cette occupation temporaire, qui a duré quand même 5 ans, a permis, alors que ce n'était pas du tout dans le projet, que dans le futur projet qui va être fait, il y ait une pension de famille et un centre d'hébergement d'urgence. Alors que 6 ans auparavant, ça n'était acceptable que parce que c'était temporaire. Le fait que cette cohabitation soit rendue possible, je dirais que c'est une manière aussi... c'est vrai que dans le travail social, et d'ailleurs le secteur dans lequel je travaille, on l'appelle l'inclusion sociale. C'est toujours un terme qui me choque parce que, quelque part, on est toujours dans le sens des gens qui sont en marge et qu'on fait rentrer dedans. Qu'est-ce qu'on fait pour que la société, elle change et qu'elle soit plus accueillante? Et dans des lieux comme ça, alors ça peut paraître complètement optimiste ou utopique, c'est de faire vivre des réalités un petit peu différentes, montrer que ce vivre ensemble est possible, déconstruire les représentations que les habitants ont de ces populations, mais aussi déconstruire la vision que peuvent avoir ces personnes qui se vivent à la marge par rapport à des habitants. Et donc effectivement, les 5 Toits, c'est en plein 16e arrondissement, boulevard Excellence. C'est une ancienne caserne de gendarmes. Alors quand on sait les relations toujours très sympathiques entre la police et les travailleurs sociaux, c'est aussi intéressant parce qu'en même temps, ils nous ont très bien accueillis. Et ils étaient très fiers que cette caserne soit pas détruite comme ça et faite en logement, et qu'on puisse... et tout de suite, effectivement, on s'est dit, il faut, pour que ça soit acceptable, surtout qu'on venait de vivre Promesse de l'Aube quand même, où ça avait été très compliqué, il faut qu'on n'amène pas juste 350 personnes, donc des familles en hébergement d'urgence, des personnes demandeurs d'asile, mais que ça soit un endroit ouvert. Donc il y a à la fois du coup des 33 artisans, artistes, ça va de l'agriculture, des pleurotes qui sont élevés sur des mares de café dans les anciens cachots, parce qu'il y avait des cachots dans cette caserne, et puis tout simplement des bureaux pour diverses structures. Il y a un restaurant qui s'appelle Le Réchaud et qui est labellisé maintenant entreprise d'insertion, et ces centres d'hébergement. Et l'idée, c'est comment aussi, en termes de modèle économique, parce qu'effectivement, ces centres sont financés par l'État, mais qu'est-ce qui finance la coordination pour que tous ces lieux vivent ensemble? Et c'est vrai que le fait d'avoir des structures marchandes qui participent, c'est-à-dire qui louent à Aurore en partie les structures, permet de dégager du temps de coordination qui permet vraiment de faire une animation dans le quartier. Donc on a pu créer comme ça un atelier qui s'appelle La Bricole et qui permet que les habitants aient à disposition du matériel pour réparer, et aussi un lieu de réparation de vélos, ce qui permet que déjà ils rentrent dans le lieu et qu'ils le voient comme une solution. Donc aujourd'hui, notre enjeu en termes de recherche, donc il y a eu une recherche, je l'ai amenée là d'ailleurs, intéressante, qui s'appelle « Entre mixité sociale et frontières invisibles, les grands voisins comme une forme éphémère d'expérimentation du vivre ensemble ». Donc il y a eu une thèse de Pierre Machemy de Paris 13 sur le sujet, mais il y a un certain nombre de conclusions, mais justement pas de préconisations. Et c'est vrai qu'on s'interroge toujours sur le fait de dire, mais est-ce que en même temps, le fait de faire pour les travailleurs sociaux, comment ils vivent le fait de côtoyer et que leur travail soit sous le regard finalement d'autres acteurs, d'autres champs
qui ne partagent pas la même identité professionnelle. C'est quelque chose qui nous interroge. Pour qu'on comprenne bien, peut-être, très concrètement, alors, au 5 Toits, donc, il y a ce centre d'hébergement. Il y a donc des travailleurs sociaux qui travaillent dans le centre d'hébergement. Il y a des artisans. Et donc, il y a le réchaud. Il y a combien de personnes qui habitent, combien de personnes qui travaillent et combien de personnes qui visitent, puisque c'est un lieu ouvert. Alors, je serais bien incapable de vous le dire, parce qu'effectivement, il y a 350 personnes hébergées qui sont hébergées là. Il y a 33 structures, mais il peut y avoir plus de personnes. Donc, je pense 400-500 personnes. Il y a un restaurant avec, ils ont une quarantaine de places, mais pareil, ça dépend s'il fait chaud, il y a la terrasse, il y a beaucoup de monde. Et puis, il y a les gens du quartier qui peuvent venir louer un vélo, réparer ce qu'ils ont à réparer à la bricole. Effectivement, et puis, c'est un lieu justement pour le faire vivre. On organise des marchés régulièrement pour qu'à la fois les résidents puissent vendre des réalisations et les artisans puissent aussi vendre leurs réalisations. Et puis, ça fait fonctionner aussi le restaurant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'écosystème positif, on essaye de rendre positif, où ce qui se passe dans le centre permet aux résidents potentiellement d'avoir alors notamment grâce au dispositif Première Heure, qui est un dispositif financé par la mairie de Paris, qui permet à des gens très éloignés de l'emploi, dans le cadre d'une structure qu'on appelle chez nous la conciergerie, leur permet de travailler un nombre réduit d'heures et d'être payés pour ça. Donc le fait que ça change sur les centres d'adaptation à la vie active qui sont dans les CHRS, c'est un dispositif encore différent, qui est expérimental pour le moment. Et donc le fait qu'il y ait des structures économiques permet aux résidents de travailler et de tirer des revenus. Il y a aussi le système de tickets suspendus qui leur permet effectivement d'accéder à des repas de bonne qualité. Donc c'est vraiment une collaboration entre des acteurs qui viennent d'horizons très différents. L'idée étant à la fois de permettre aux personnes hébergées d'avoir une insertion plus rapide et dans des meilleures conditions, mais en même temps de faire évoluer le regard que la société a sur eux, pour que de manière générale, je dirais, les frontières entre la marginalité et ce qui est considéré comme les gens insérés évoluent un peu. Alors, vous avez commencé à le dire, il y a eu des travaux de recherche qui ont été quand même menés sur l'expérience des grands voisins notamment. Est-ce que vous avez déjà un peu de recul pour savoir ce que ça peut changer et par rapport aux personnes concernées, là, les personnes hébergées par exemple, et pour les autres, quoi, pour les travailleurs sociaux et les entrepreneurs qui sont là. Enfin, ça doit être différent de travailler dans un autre lieu. Je dirais que ça dépend vraiment des personnes et ça bouge. C'est intéressant dans la recherche d'ailleurs de Pierre Machmy, c'est que par exemple on voit des personnes qui étaient hébergées dans le centre d'hébergement d'urgence et de stabilisation qui au départ sont très réticentes parce que quelque part, contrairement aux artisans ou aux entrepreneurs, eux ils n'ont pas choisi d'être là. Ils sont envoyés par le SIAO. Donc voilà, le lieu il est déterminé, donc ils n'ont pas choisi. Et la cohabitation avec notamment la période phase des grands voisins où, je dirais, les bobos de partout viennent. Je dis parce que c'est l'expression qui était utilisée, boire des bières, alors qu'eux sont à côté, que c'est leur lieu de résidence, ça peut aussi être violent. C'est-à-dire qu'ils ont envie de dormir et puis il y a un concert, ils voient les gens qui font la fête. Donc tout n'est pas rose. Et ce qui est intéressant dans l'étude, c'est effectivement ce gris. Et en même temps, il y a eu beaucoup de sorties positives, c'est-à-dire des gens qui ont pu travailler dans les cuisines, notamment de Yes We Camp, ou auprès des artisans. À un moment donné aussi, ils avaient ouvert plein de mini-restos ouverts. Et d'ailleurs, c'est devenu le plus grand espace de restauration de Paris, à un moment, en termes de fréquentation. Certains, d'ailleurs, en ont tiré une activité économique. Et en même temps, effectivement, pour certains, à certains moments, il y a eu le sentiment que leur lieu d'habitation n'était pas complètement respecté. En tout, nous, on a tendance à dire que c'est plutôt positif. Bon, sinon, on ne continuerait pas. On en a d'autres, hein, Maison Marceau, on a eu avant l'Archipel. C'est que, effectivement, pour certains, déjà, ça permet des sorties positives. Et on sait très bien qu'il faut être modeste dans le travail social et que toutes les sorties positives sont à valoriser. On n'a pas vu de dégradation, c'est-à-dire de gens qui sont allés plus mal par rapport à nos autres centres ordinaires. Parce qu'on gère plein d'autres centres du même type qui ne sont pas dans des tiers-lieux.
On ne peut pas dire que la durée de séjour était plus longue ou plus courte, elle était plutôt un petit peu plus courte. Mais c'est qu'un indicateur, on sait très bien qu'il faut le prendre avec beaucoup de vigilance. Après, pour les entrepreneurs, clairement, quand même, on a eu le sentiment que ça changeait un peu leur vision de ces personnes, puisque certains en ont embauché. Notamment, il y a des restaurateurs, quand ils sont allés s'installer dans des lieux ordinaires, clairement, pour nous, aujourd'hui, donc on a créé un dispositif qui s'appelle le plateau technique pour des mineurs non accompagnés, financé par l'aide sociale à l'enfance, qui forment au métier de cuisine. Et bien, tous ces gens, tous ces restaurateurs qui ont à un moment donné été accueillis au Grand Voisin, sont clairement des gens qui sont plus ouverts aux candidatures qui sont adressées par ce type de dispositif. Et aujourd'hui, ils en parlent et ça nous fait un réseau qui permet d'augmenter l'insertion professionnelle, je dirais, des jeunes qui viennent du social, entre guillemets. Est-ce qu'il y a eu d'autres types d'interactions inattendues ? Alors oui, ça c'est drôle. On est devenu le vestiaire, je crois, le plus chic de Paris. Parce qu'au début, on avait été très mal vus par les gens du 16e. Et au fur et à mesure, le fait qu'ils viennent au Réchaud, un resto qui propose des choses, je dirais, de très bonne qualité gustativement, et avec certains repas avec des grands chefs qui viennent pour une fois, mais où ils sont servis par des personnes qui sont en contrat durée d'insertion. Ils ont un petit peu changé leur regard. C'est-à-dire que quand ils viennent au Réchaud, le Réchaud ne communique pas sur le fait qu'ils sont en 5 toits et que c'est un dispositif particulier. Donc c'est quand ils entrent, qu'ils ne sont pas sûrs que c'est bien là, qu'ils voient que c'est marqué, donc ils rentrent. Et clairement, après, ils sont touchés par ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a plus de 250 bénévoles aux 5 toits. Et les habitants du quartier viennent très régulièrement apporter des habits pour le vestiaire et des denrées alimentaires pour l'épicerie, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de denrées gratuites pour les personnes. Clairement, c'est un autre centre d'hébergement d'urgence, ils n'ont pas ça. Donc ça, c'est des choses très concrètes et des interactions avec les voisins qui sont plutôt positives. Et là, très récemment, le maire du 16e a décidé d'organiser un concert d'opéra, et il a voulu que ça soit aux 5 toits. Et donc, du coup, il a invité ses concitoyens-là, et ça a permis aussi... alors, c'est intéressant ce qu'on voit, parce que, par exemple, au début, on pouvait se dire, mais finalement, ça bénéficie qu'aux gens du 16e, parce que, clairement, les gens qui habitaient là, ils n'étaient pas assis dans l'endroit prévu par le concert. Et ce qui était intéressant de voir, c'était il y avait des enfants qui jouaient dans la cour. Au fur et à mesure du concert, ils se sont rapprochés, assis devant, et on voyait les fenêtres qui s'ouvraient, et les personnes qui regardaient. Donc, c'est pour ça que je dis, ça n'a pas une valeur, c'est pas miraculeux, voilà. Mais ça crée des choses qu'on trouve plutôt intéressantes. Et on pense qu'il faut continuer. C'est pour ça qu'on a envie d'avoir des travaux de recherche pour nous dire, est-ce que c'est intéressant d'essaimer ? Est-ce que c'est vraiment une ligne en termes de travail social à développer, c'est-à-dire d'éviter des structures qui soient renfermées sur elles-mêmes et au maximum de favoriser à ce qu'à chaque fois qu'on ouvre ce type de structure, il y a aussi des espaces qui apportent des solutions et avec un mélange d'acteurs. Voilà, c'est ce qu'on a fait aussi là récemment. On vient d'ouvrir un lieu qui s'appelle les Amars, juste à côté des Cités de la Mode. C'est 2 accueils de jour, un accueil de jour famille et un accueil de jour primo arrivant pour nous hommes. Et il y avait des espaces encore disponibles. On dit c'est idiot que ça ne bénéficie pas aux gens du quartier. Donc on les a ouverts et du coup on peut accueillir d'autres associations dans des bureaux. Et on va ouvrir un bar et un restaurant. Voilà. D'ailleurs, on milite pour avoir la licence 4, on a du mal. Très bien. Alors, avant de passer aux questions de la salle, peut-être une question un peu vaste comme ça pour toutes les 3, mais pour faire synthèse. Est-ce que ces projets collaboratifs, vous pensez qu'ils disent quelque chose de notre manière de travailler aujourd'hui ? Est-ce que aujourd'hui, ça a bouleversé la manière de concevoir les projets, le collaboratif ? Je pense qu'en effet, il y a quand même une évolution certaine par rapport, par exemple, à ce que je connais, la recherche, vis-à-vis de plus en plus de sensibilité ou de sensibilisation des chercheurs du milieu académique, de tenter des choses en proximité avec les acteurs. Et cela dit,
avec toujours beaucoup de vigilance ou parfois même de résistance par rapport à ça, parce que la recherche, une des caractéristiques ou une des, des précautions, c'est la distance à l'objet, la distance aux acteurs, pour pas ce que j'ai pas dit tout à l'heure sur les limites ou les difficultés, c'est le risque d'instrumentalisation ou le risque de manque de neutralité en étant trop, voilà. Bref, en tous les cas, je pense quand même il y a cette idée que le collaboratif est de plus en plus, je trouve, à la mode. En tous les cas, on en parle plus facilement, avec des collègues du laboratoire auquel je suis associée, alors qu'au début de ma thèse, il y a une quinzaine d'années, ça pouvait être un peu plus difficile parfois de valoriser en fait cette proximité avec les acteurs. Mais je pense aussi que ce mouvement se fait aussi avec l'idée qu'il ne faut pas idéaliser, parce que collaboratif, c'est connoté de manière très positive, et que même s'il y a du collaboratif, les rapports de pouvoir entre les uns et les autres, de domination ou sont présents, quoi qu'il arrive. Et donc c'est une conscience aussi de ça, des systèmes d'acteurs, des jeux d'acteurs qui doit, je pense, faut avoir conscience de ça. Et je pense que moi, par exemple, j'ai beaucoup encore de choses à développer, à faire progresser en termes d'apprentissage, pour essayer de réunir vraiment ces conditions du collaboratif. Quand, par exemple, dans un groupe, je vais donner un exemple plus concret, dans un groupe de recherche-action, quand on a une élue départementale, des cadres, des chefs de service, et que quand elle prend la parole, tout le monde l'écoute, et les rapports de hiérarchie institutionnelle sont toujours là, donc le collaboratif. Comment on arrive... Alors la recherche, c'est une bonne opportunité pour essayer de se détourner un petit peu de ces relations-là, du monde extérieur, d'essayer de se tourner vers l'objet comme notre principale préoccupation, et d'horizontaliser un peu plus les relations et s'émanciper en fait de nos étiquettes pour vraiment être juste sur le savoir, la connaissance, mais c'est pas forcément une chose toujours évidente. Peut-être pour rebondir aussi sur ce que disait Eugénie tout à l'heure, qui était tout à fait juste. À la fois, on en parle beaucoup plus et de plus en plus, des recherches collaboratives, et je dirais que peut-être on a de moins en moins d'opportunités de le faire. Les emplois du temps sont de plus en plus serrés, doivent rentrer dans des appels à projets, à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les professionnels de terrain. Et on est sollicité, mais c'est de plus en plus difficile de mettre en œuvre ces recherches collaboratives, et le temps qu'il faut pour que l'interconnaissance se fasse, pour déconstruire ensemble, pour que chacun puisse s'approprier le travail de recherche, il est difficile à trouver. Donc ça fonctionne, je dirais que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de l'inter-individuel et qu'il y ait de l'envie de travailler ensemble qui vienne dépasser la demande institutionnelle. Moi, j'ai toujours eu un vécu plutôt positif de la collaboration, à la fois avec les recherches, à la fois avec les partenaires. Après, c'est vrai que des fois, il y a un choc des cultures et des usages. Vous parliez du temps. C'est clair que souvent, quand on s'adresse à une équipe de chercheurs, c'est parce qu'on se pose une question tout de suite maintenant. Donc, je parlais de cette question, par exemple, de la participation des personnes accompagnées. On se dit, tiens, il faudrait mettre en œuvre une forme, quelle est la plus adaptée ? On n'a pas le temps d'attendre les conclusions de la recherche pour le faire. Et souvent, quand les conclusions de la recherche arrivent, on a déjà fait quelque chose. Et si ils viennent interroger ce qu'on a mis en place, ça peut être vécu difficilement. Donc, ça n'a jamais été le cas, parce que je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, quand même, les travailleurs sociaux, on est dans une posture assez quand même réflexive, et on a appris dans notre formation tous les biais, par exemple, effectivement liés à la situation de dépendance, etc. Donc on le connaît, donc on n'est pas... en général, on ne perçoit pas ça. Après, effectivement, il peut y avoir... Je me souviens d'une recherche qui avait été menée par l'Université catholique de Paris sur justement une cohorte, entre guillemets, de personnes
accompagnés en situation de grande précarité. Et on leur avait demandé, on avait construit avec eux le questionnaire et les hypothèses. Et il y avait une question sur la fin de l'accompagnement. Parce que là, je parlais justement de la dépendance. Donc, c'était des personnes qui étaient accompagnées par les petits frères des pauvres. Et dans ce dispositif, contrairement au dispositif ordinaire, où on sait qu'il y a un temps de passage, on vient dans le CHRS pendant 3 ans, c'est des contrats renouvelables 6 mois. Après, il y a une sortie. Et c'est vrai que l'accompagnement qui était proposé à ces grands précaires de plus de 50 ans, la question de la fin de l'accompagnement n'était pas clairement posée. Le fait que ça soit un passage. Puisqu'il y a aussi un accompagnement bénévole qui n'a pas forcément de fin. Et en plus, les valeurs des petits frères des pauvres, c'est la fidélité. Et donc, dans le questionnaire, en fait, en plus, c'était des jeunes chercheurs. Ils sont trouvés face à des réactions extrêmement fortes des personnes interrogées. Parce que comme ça, les travailleurs sociaux, on ne travaillait pas avec eux, cette question de fin. Finalement, la première fois qu'on en parlait, c'est le chercheur qui venait leur dire « Et comment vous prévoyez la fin de l'accompagnement ?» Et là, mais pourquoi ? Parce qu'il y a une fin, ils vont me laisser tomber. Et c'est vrai que c'était une question qu'on se posait, mais qu'on n'avait jamais abordée, et on pensait s'appuyer sur l'équipe de chercheurs pour la résoudre, et on les a mis en difficulté. Et donc, ils sont revenus vers nous pour travailler comment on peut aborder ça, parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'en plus, le fait que ça vienne à la fin de l'entretien, ça pouvait être dévastateur pour la personne qui, après, en termes de comportement, se sentait très très mal. Donc voilà, par exemple, ça peut être des difficultés où on va faire porter à la recherche des difficultés, des objets de travail qu'on n'avait pas mis au travail avant. Et là, on peut mettre en difficulté à la fois les personnes concernées et les chercheurs. Et ça, on ne l'avait pas anticipé. Ça me fait réagir sur un autre intérêt de la recherche collaborative, c'est de monter les protocoles de recherche, comme par exemple les grilles d'entretien entre chercheurs et acteurs. Des fois, ça nous évite ces écueils-là. En tant que chercheur, des fois, on peut ne pas penser à certaines précautions pour interviewer, par exemple, des travailleurs sociaux ou des personnes accompagnées. Et donc, les intervenants vont me mettre en vigilance par rapport à ça. Et ça, c'est important, je trouve. Merci beaucoup pour cette première partie de table ronde d'entretien. Enfin, moi, j'avais eu beaucoup de plaisir à préparer cet entretien. Je trouve vraiment toutes les expériences dont vous parlez extrêmement stimulantes. Ça pose plein de questions. En même temps, c'est hyper enthousiasmant. Donc, j'espère qu'il y a des questions dans la salle. Ou des réactions. Voilà, c'est pas forcément sous forme de questions, peut-être des choses que ça a suscité chez vous. Bonjour, merci pour la table ronde, c'était très intéressant. En fait, j'avais une question. Je me posais la question, est-ce que du coup le fait de faire de la recherche collaborative, parce vous avez beaucoup parlé du coup de concrètement la recherche, notamment sur le terrain, mais en amont du coup plus sur les choix de sujets à traiter et de l'étude, est-ce que ça a facilité, on va dire, l'ouverture et de prendre des sujets qui sont moins médiatiques ou qui sont moins mis à l'agenda, que ce soit public ou même mis à l'agenda de la recherche, des choses qui sont un peu moins conventionnelles. Est-ce que du coup ça facilitait ou peut-être pas Voilà, je pensais, comme ça notamment par exemple aux ex-détenus, il n'y a pas grand-chose dessus, et tout ce genre de personnes qui restent généralement plus oubliées, est-ce que c'était facilité par le système, enfin le format de la recherche collaborative? En tout cas, pour en parler. J'espère que j'ai été clair. Ouais, c'était très clair. Génie, je sais pas. Alors, je dirais que ça dépend de qui finance et de qui est porteur de la recherche collaborative. Et c'est quand même la plupart du temps quand le financeur est une collectivité locale, on s'inscrit quand même plutôt dans les questionnements qui sont ceux de l'agenda politique. C'est-à-dire que même si les questionnements initialement viennent du terrain, ils vont être retravaillés
pour pouvoir décrocher le financement, pour pouvoir correspondre au questionnement de la collectivité locale. Donc, ce qui n'empêche pas de... C'est un travail en tension, c'est-à-dire qu'il faut tenir les deux morceaux. Il faut à la fois correspondre aux attentes et en termes de territoire couvert, de public qui intéresse et de mise en évidence des questionnements, mais ce qui n'empêche pas de trouver la porte d'entrée pour rester dans les questionnements qui sont ceux des professionnels sur le terrain. Alors souvent, l'objet, quand il arrive, s'il arrive des acteurs, de l'institution, c'est une première porte d'entrée et en fait, il va y avoir tout un temps de négociation ou de co-construction entre les chercheurs et les acteurs. Et parce que des fois, le sujet est présenté et nous, en tant que chercheurs, on se dit mais est-ce que c'est vrai, c'est pas un objet forcément de recherche? Enfin, je vais donner un exemple. Quand un département a voulu qu'on fasse de la recherche-action sur les alternatives au placement, déjà nous en tant que chercheurs on a envie de questionner pourquoi est-ce que vous voulez absolument faire des alternatives au placement, alors parce qu'on savait qu'en fait c'est parce que les placements, il y avait un enjeu aussi très budgétaire derrière, financier, pour pouvoir baisser le nombre de placements, pas que, mais une des grandes raisons c'était ça, des leitmotivs. Donc voilà, ça c'est juste pour répondre par rapport au fait que l'objet se transforme progressivement et que la dimension un petit peu plus polémique ou sensible pour les acteurs, il y a une manière de présenter les choses et d'être en confiance aussi. En effet, je pense là le côté collaboratif va faire que s'il y a une confiance entre le chercheur et l'acteur, peut-être progressivement on va arriver aux dimensions sensibles du sujet et pouvoir en parler sans qu'il y ait tout de suite une suspicion d'être jugé en fait en tant qu'acteur et décideur. Après, je pense quand même que le mode collaboratif peut faire que en tant que chercheur, on ne va pas forcément pouvoir facilement arriver avec des sujets. Enfin, là, la recherche plus indépendante ou fondamentale, elle est cruciale pour pouvoir travailler des sujets que les acteurs ne vont pas forcément vouloir travailler. Enfin, c'est pour le coup une complémentarité entre les différents types de recherche, moi, souvent, plutôt que de valoriser l'une par rapport à l'autre. Alors tout d'abord, merci pour vos interventions très riches, au final, qui suscitent quelques questions. Et moi, j'en avais une qui était plutôt avoir votre avis par rapport à l'avenir. Le développement de l'inclusion ne va pas-t-elle être un frein, justement, à la co-construction en matière d'organisation et puis de vos attendus de chercheurs? Je suis désolée, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Le développement de l'inclusion de qui ou de quoi? En fait, par rapport à l'inclusion 100%, notamment, c'est vrai sur des... Alors, je suis plutôt peut-être sur le travail, l'insertion travail-handicap. Voilà, donc avec une inclusion à 100%, puisque c'est ce qu'on souhaiterait. Alors après, il y a un autre débat sur le sujet, mais ce n'est pas l'objet. Je voulais savoir justement si ça n'allait pas être un frein justement à cette construction. Armelle de Guibert, on a parlé un petit peu par rapport aux endroits diffus de l'insertion. Et je voudrais que vous expliquiez un petit peu, avoir votre point de vue sur la recherche et la co-construction. C'est en fait le fait que les personnes ne soient pas dans un établissement, de manière générale, mais accueillis en milieu ordinaire, aussi bien dans le domaine du handicap que j'imagine que vous faites référence aussi à l'expérimentation Un toit d'abord, par exemple, ou dans lequel, pour le coup, ça fait partie des peu de dispositifs où il y a une vraie évaluation. Je dirais qu'il y a beaucoup choqué, d'ailleurs, à l'époque, les travailleurs sociaux, puisque, en gros, pour rentrer dans la recherche, les gens ne savaient pas à l'avance, donc il fallait être sans domicile et être schizophrène, puisque c'était ça les critères d'un toit d'abord.
Et quand il y avait, entre guillemets, un examen pour savoir si la personne rentrait dans les critères de la recherche, soit elle allait dans un logement d'abord, ce qui est quand même une position, on va dire, plus intéressante, en tout cas plus voulue que d'être dans un centre d'hébergement d'urgence, par exemple. Et ils étaient suivis, effectivement, pendant 1 an pour voir s'il y avait des écarts en termes d'insertion entre le fait d'être directement dans un appartement sans un passage par un établissement, ou si le passage en établissement facilitait les choses et évitait les rechutes. Donc effectivement, est-ce que ça a des impacts sur la co-construction? C'est vrai que ça, le dispositif Un toit d'abord, il s'inspire d'expériences d'étrangers, et on n'a pas forcément... Je pense qu'à l'étranger, c'était parce que c'était le vécu des personnes qui passaient en établissement et qui disaient, mais finalement, cette institutionnalisation longue, elle fait plutôt perdre de l'autonomie et de la capacité à habiter seul que l'inverse. Aujourd'hui, les résultats sont plutôt positifs et j'ai pas l'impression que ça nuise à la co-construction. Alors j'avoue que sur le secteur du handicap, je connais beaucoup moins. Je sais quels sont les débats. Aujourd'hui, on voit les limites, par exemple, de l'accueil dans des écoles ordinaires, quand justement, et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les jeunes en situation de handicap bénéficient, dans le meilleur des cas, d'un soutien par un professionnel qui est peu payé, peu qualifié, comme on le sait, et quand l'ensemble de l'école, les enseignants, les autres élèves, les familles, ne sont pas, je dirais, préparés à cet accueil et ne comprennent pas les dynamiques du handicap, finalement, il y a une juxtaposition entre des enfants sur handicap mais qui restent parfois à part et qui peuvent être parfois dans une forme de violence parce que rejetés par les autres. On le voit aussi dans certaines classes où on partage que le sport et qu'en réalité, ça ne se fait pas. Donc après, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Globalement, ce que je pense de ma pratique professionnelle et des études que j'ai pu lire sur le sujet, c'est qu'effectivement, l'inclusion, ça marche quand ceux qui sont censés accueillir sont eux aussi, je sais pas comment dire, préparés à cet accueil. Enfin, je ne sais pas s'ils sont formés, mais on le voit par exemple dans les immeubles qui ont accueilli parfois des personnes qui bénéficiaient d'un toit d'abord. Ça s'est pas toujours bien passé. Hein. Il y a des opérateurs, entre guillemets, qui avaient les appartements, qui étaient obligés de les vendre après, parce que les conseils syndicaux, effectivement, témoignaient du comportement inadapté de la personne. Et on voit bien que selon les quartiers, en plus, la perception de l'inadaptation du comportement peut changer. Et que clairement, dans les quartiers populaires, l'insertion des personnes, même si elles avaient des comportements troublants, entre guillemets, était mieux vécue que dans d'autres quartiers. Et parfois, à vouloir faire de la mixité sociale imposée, on a mis les personnes en grande difficulté parce qu'elles ne se sentaient pas à l'aise pour aller faire leurs courses. Et puis les gens qu'elles croisaient dans l'immeuble étaient trop éloignés d'eux, finalement, pour que des vrais liens se créent. Voilà. Donc je pense que c'est une question très complexe, je ne vais pas la résoudre aujourd'hui. Mais oui, il y a quelque chose de l'ordre de la préparation et de l'évolution de la société elle-même, et non pas toujours du formatage des personnes pour qu'elles rentrent dedans. Parce que dans une société de plus en plus performante, on s'éloigne de cette capacité d'accueil. Oui, bonjour. Alors moi j'avais une question plus particulièrement sur la recherche. J'aimerais vous entendre sur la différence entre recherche-action que vous avez mentionné et recherche participative. Et plus encore, vous demander si dans une recherche collaborative ou participative, il y a une démarche de recherche-action. Voilà, merci. Alors moi, je vous avouerai que je ne sais pas répondre en fait à cette question. Parce que je vois bien autour de moi qu'on utilise l'un pour l'autre. Enfin voilà, recherche collaborative, recherche participative, recherche-action. C'est des catégories sans doute... on pourrait essayer de bien déterminer les différences. Peut-être quand même, moi, à titre individuel, pourquoi j'utilise plus la notion de recherche collaborative.
que recherche-action, peut-être des fois c'est aussi pour pallier un autre risque ou une autre limite. C'est par rapport aux attentes des acteurs et recherche-action. Des fois, nous, notre difficulté, c'est d'emmener les acteurs vers la recherche. Et comme il y a action, il y a cette attente on parlait de préconisation, mais qu'il y ait de l'action en même temps ou en amont. Et la recherche collaborative, ça permet pour moi de refroidir un petit peu ça et déjà de se mettre dans un climat de recherche collaborative, même si dès le début, dans l'esprit et dans l'objectif, moi, c'est l'idée d'utilité sociale et que ça soit en proximité avec les préoccupations des acteurs et que s'il y a des acteurs avec les chercheurs, il va y avoir de toute façon à minima des recommandations ou des choses qui vont se faire pour l'action. Mais après, moi, j'ai pas l'expertise et j'ai jamais pris le temps, et c'est pas bien, de bien définir les périmètres de ces catégories. Et je pense que si on regarde plusieurs références en la matière, il va y avoir des points de vue différents en plus. Pas de complément. Bonjour, merci pour la table ronde. Donc, je travaille entre autres au collège coopératif en Bretagne et qui utilise le terme de recherche-action. Alors, je ne veux pas faire une définition, je ne me lancerai pas là-dedans, mais je pense que justement, c'est intéressant de travailler ça. Et vous disiez qu'il ne faut pas mettre en opposition ou valoriser plutôt un type de recherche par rapport à l'autre. Mais j'ai quand même l'impression que toute cette famille un peu des recherches participatives, actives, collaboratives, tournées vers l'action, ou en tout cas tournées vers une collaboration avec les personnes qui font l'expérience et autres, ont pas forcément, sont pas si valorisées que ça, et ont du mal à exister à côté de la recherche plus classique, plus académique, même si forcément ça évolue. J'ai l'impression qu'on est quand même assez loin. Donc en fait, je pense qu'effectivement, il s'agit de les valoriser pour ce qu'elles apportent, sans les mettre en opposition aux intérêts de ce que peut apporter la recherche fondamentale, mais d'essayer de... Donc ma question, ce serait un peu de comment... est-ce qu'il y a des actions de capitalisation de l'intérêt de ces recherches-là et de plaidoyer peut-être par les laboratoires ou les structures qui portent ce type d'action auprès du ministère, auprès de l'Agence nationale de la recherche, pour essayer de mettre en place des dispositifs ou de sécuriser des financements pour les chercheurs ou les structures qui auraient envie de s'y impliquer, pour que justement ça puisse exister dans le paysage et de les faire collaborer, en fait, ces différents types de recherche. Dans recherche-action, moi, de ce que je perçois, c'est que c'est une recherche qui n'a pas que des visées scientifiques au sens d'apporter des connaissances scientifiques, mais aussi des visées opérationnelles pour les acteurs et des choses qu'en sciences sociales ou humaines, on a peut-être un petit peu plus de mal à valoriser par rapport à de la recherche en sciences, en médecine, en autres, quoi. Voilà, donc par rapport à la dernière loi recherche qui est passée, est-ce qu'il y a des actions de plaidoyer, de reconnaissance de ces types de démarches de recherche qu'on pourrait imaginer ou qui existent? Alors, effectivement, dans le monde académique, la recherche-action et les recherches collaboratives, jusqu'ici, elles étaient assez peu valorisées. Maintenant, il y a des appels à projets qui sont dédiés. Il y a un appel à projet de l'Agence nationale de la recherche, Yvette Molina pourrait en parler beaucoup mieux que moi, qui est dédié aux recherches-actions et donc et également aux collaborations. Donc, effectivement, du point de vue académique, ça se développe et sans doute il y aura plus d'opportunités. Ça reste encore assez peu valorisé dans les carrières scientifiques. En revanche, auprès des acteurs type collectivité locale, par exemple, ou acteurs associatifs, la dimension recherche-action ou la dimension recherche collaborative sont, elles, très valorisées et permettent, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, permettent une meilleure valorisation des résultats. Donc, en fonction des espaces, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que la recherche action ou la recherche collaborative ou les recherches actions collaboratives soient dépréciées. Vraiment, tout dépend des espaces.
aujourd'hui, je parle avec ma casquette effectivement association, on essaye chaque fois qu'on est sur des dispositifs expérimentaux, et il se trouve que à la fois Petits Frères des Pauvres, par exemple, c'était avant la loi Elan et la possibilité d'avoir des alternatives aux EHPAD avec quand même un petit financement qu'on appelle, alors, nous on les appelait logement participatif et citoyen. Je crois que c'est devenu logement inclusif dans la loi, mais si on a pu avoir ça, c'est parce que on en avait ouvert un à Beauvais, les Petits Frères des Pauvres, sans financement, et on avait été tout de suite demander un financement au département pour que cette expérience soit évaluée de manière à accentuer le plaidoyer qu'on faisait au sein d'un collectif qui s'appelait Habiter autrement, et que enfin, on a eu l'opportunité de la loi Elan pour que cet article 239, qui était au début juste fait pour les personnes en situation de handicap, puisse être ouvert de manière plus large, à la fois pour les personnes âgées et pour d'autres types de publics, mais que cette capacité à créer des choses innovantes avec des logements regroupés avec une animation, je pense que clairement, c'est aussi à nous, acteurs associatifs ou publics, quand on demande des financements pour un nouveau projet, surtout quand il est expérimental, de demander tout de suite un financement d'une recherche-action. Là, par exemple, dans le cadre il y a eu un appel à manifestation d'intérêt pour des grands marginaux, et là, c'est vrai qu'on l'a demandé tout de suite. Alors parfois, il nous a accordé, des fois, il ne nous est pas accordé. Parce que si, effectivement, on n'évalue pas, comment on peut dire après que, par exemple, là, je pense aussi aux équipes santé-précarité, c'est parce qu'elles ont été créées, qu'il y a eu un dispositif expérimental, qu'elles ont été évaluées, qu'aujourd'hui, dans la mesure 27 du Ségur de la santé, on peut ouvrir ce type d'équipe. Et c'est vrai que sinon, ça reste une initiative isolée. Et puis on n'a pas d'outils pour mesurer si vraiment ça apporte quelque chose aux personnes. Et on est là pour ça, pour essayer d'inventer des réponses aux des problématiques sociales qui n'ont soit pas de réponse adaptée, soit pas de réponse du tout. Mais c'est vrai, c'est une attention qu'on doit avoir, nous, acteurs de la prise en charge et de l'accompagnement, à demander des financements pour la recherche si la recherche n'en obtient pas. Voilà. Et on essaye d'y être attentif. Je sais que moi, j'ai présidé le groupement national des directeurs d'associations, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai l'impression que mes collègues partagent, vraiment d'inclure cette dimension de recherche dans les dispositifs et d'en demander les financements. Alors parfois, effectivement, auprès de l'État, mais il y a aussi parfois, par exemple, la VISE, où certaines grandes fondations financent ce type d'études parce qu'elles ont bien conscience que pour capitaliser justement sur des expérimentations intéressantes, s'il n'y a pas de recherche-action avec des éléments tangibles, on ne sait pas s'il faut y aller, s'il faut continuer. Et c'est vrai que l'évaluation, de manière générale, est quelque chose dont on pâtit beaucoup. Enfin, le manque d'évaluation. Oui, je voulais compléter ce qui a été dit par rapport aux deux dernières questions. Donc moi, je travaille à Ascoria et j'ai un mi-temps qui est affecté à la Grande École des Solidarités. Et dans ce cadre-là, on a répondu, comme l'a dit Virginie Muniglia, très récemment, à un appel à projet de l'ANR dans le cadre d'un programme qui s'appelle Science avec et pour la société. C'est dans la suite de la dernière loi de programmation de la recherche. Il y a 1% du budget de la recherche qui est affecté à ce programme-là. Donc, c'est pas beaucoup, 1%, mais c'est la première fois. Voilà. Donc, et donc, il y a un appel à projet sur ce que l'ANR appelle et le ministère appelle la médiation et la communication scientifique, avec l'idée de mener des recherches-actions pour comprendre ce qu'il en est réellement des processus de médiation. Et dans une logique aussi que le ministère et l'ANR appellent de recherche participative, mais quand on regarde un petit peu, quand on écoute ce qu'ils disent sur les recherches participatives, on se rend compte que quand même prioritairement, ils ciblent des recherches où les chercheurs vont chercher des acteurs sociaux pour être, sans que ce soit péjoratif, leurs petites mains. Ils définissent un protocole. Il faut par exemple collecter de la donnée sur les oiseaux dans différentes régions de France et on met des petites maisons et puis on va voir ce qui se passe dans ces maisons et donc c'est les habitants du coin qui vont faire ce travail-là. Voilà. Or, on a quand même fait l'expérience et je trouve que les interventions de Virginie et d'Eugénie sont très significatives, que ça pouvait quand même aller beaucoup plus loin et que les acteurs sociaux pouvaient être réellement des collaborateurs des recherches et apporter quelque chose à la recherche. Donc on a défendu dans cet appel à projet autre chose,
l'idée plutôt d'une intermédiation, à savoir que quand on se met à travailler ensemble, eh bien, c'est pas dans un seul sens que la connaissance se diffuse. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre d'une co-construction et on peut apprendre les uns des autres. Et donc, la réponse qu'on a faite, c'est une réponse où on organiserait un espace où des porteurs de recherche collaborative viendraient présenter leur démarche, leur méthode, comment ça s'est passé, ce que ça a produit, finalement en dire un peu plus que ce que Virginie ou Eugénie ont dit aujourd'hui, aller un peu plus de manière pour plus creuser, pour justement arriver à mettre en valeur ce que ça produit, peut-être aussi pour y voir plus clair sur les catégories, une question sur les catégories qui a été posée tout à l'heure, y voir plus clair de manière à ce qu'effectivement, lorsque derrière il y aura un rapport, si on est retenu et financé, de manière à pouvoir fonder de manière très solide, très creusée, très approfondie, de manière scientifique, fonder aujourd'hui ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut dire sur ces différents types de recherches, de manière à ce qu'on puisse aussi discuter un certain nombre de représentations, de catégories publiques qui sont construites et qui peut-être ne prennent pas suffisamment en compte la diversité, la richesse, le potentiel de renouvellement de ce type de recherche. On a le droit de déborder un peu, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de choses à voir sur le salon, on va essayer de rester quand même raccord sur l'horaire. Il nous reste 5-10 minutes à passer ensemble. On peut prendre encore une minute de temps. Bonjour, merci pour la présentation. Une question sur du coup l'expérience des grands voisins. Est-ce qu'elle vous semble transférable sur d'autres territoires alors, en dehors des grands centres urbains, donc peut-être des villes moyennes, là, pour prendre le département ici, par exemple Vitré, Fougères, Saint-Malo. Et si oui, quels en seraient les grands principes à respecter si c'était transférable, à la fois en termes d'organisation et peut-être d'environnement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un environnement favorable, est-ce que le caractère éphémère, par exemple, de cette expérimentation est un des critères à respecter voilà. Oui, c'est bon. Je dirais que chaque tiers-lieu solidaire, alors j'insiste là-dessus parce que, comme vous le savez, il y a eu un rapport sur les tiers-lieux par le Premier ministre, mais dans tiers-lieux, on met tout et n'importe quoi. Et pour moi, une pépinière d'entreprise avec une galerie d'art et un spectacle, voilà, on peut appeler ça un tiers-lieu parce que c'est différentes activités. Mais j'insiste sur l'idée d'un tiers-lieu solidaire, c'est-à-dire où le dispositif social est celui qui fait sens et les autres activités qui sont autour doivent contribuer à ce projet social et faciliter l'intégration. Donc déjà, il y a, en termes de conditions, telles que je vois les choses sur le grand voisin, c'est que, par exemple, le choix des entreprises ou des acteurs qui étaient accueillis était fait en fonction de qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux résidents qui étaient dans le centre d'hébergement d'urgence. Là, par exemple, on va en ouvrir un autre, où là, ce serait plutôt de l'insertion économique. Clairement, dans le choix des acteurs, c'est... là, par exemple, on va avoir Refugee Food. Ils vont pouvoir aussi délivrer des repas de bonne qualité pour les gens qui fréquentent l'accueil du jour. Donc, pour moi, la condition, c'est de dire que si on est un tiers-lieu solidaire, qu'il y a une structure sociale, qu'elle a un projet identifié, le choix des différents autres habitants, il doit se faire en fonction de ça. Donc ça dépend du projet social. Si c'est une structure pour personnes en situation de handicap, ça va être différent de si c'est un centre d'hébergement d'urgence. Après, est-ce que c'est transposable en ruralité ? Oui, mais en même temps, chaque, je dirais, tiers-lieu solidaire est très différent, parce que si c'est pas construit avec les acteurs locaux, ça prend pas. Donc la deuxième condition, quel que soit le territoire, c'est que le projet soit bien très en lien avec les élus locaux, le quartier. Là, clairement, si Karine Petit, qui est la maire du 14e, et la mairie centrale n'étaient pas si impliquées que ça, on n'aurait jamais réussi. Donc il y a un travail, je dirais, en amont
extrêmement important de diagnostic, de rencontre de tous les acteurs. Là, par exemple, je pense à un lieu qu'on va ouvrir, qui est Maison Florian, derrière la Flèche d'Or, pour ceux qui connaissent Paris et les lieux de sortie. Donc c'est le quartier 20e Saint-Blaise qui est encore très, très populaire. Très clairement, on n'est pas allé là-bas sans rencontrer le collège du coin, le club de prévention, le centre social, etc. Donc que ça soit en zone urbaine ou en zone rurale, je pense que ce qui est déterminant, c'est les rencontres avec les acteurs locaux et de venir en les associant à l'élaboration même du projet. Et d'ailleurs, ce qu'on a construit avec US WeCamp, c'est que, et d'ailleurs, on ne gagne pas tous les projets, les appels à projets qu'on dépose, c'est que plutôt que de venir avec un projet fini, on vient avec une méthode. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ce lieu, on voit les grandes options, les grandes orientations. Il y aura, je ne sais pas, d'hébergement, il y aura plutôt quelque chose autour de la réduction des risques. Et autour, on va construire pendant, souvent il y a des travaux, pendant cette période-là. Là, par exemple, la méthode qu'on a mise en place, il y aura une tiny house qui va être la maison un peu du projet. Et les habitants pourront venir travailler avec nous sur qu'est-ce qu'ils attendent du lieu, mais pas seulement ce qu'ils attendent. Comment ils contribuent, comment ils vont contribuer, comment ils pensent s'impliquer pour faire vivre le lieu. Et ça, souvent, on pense à qu'est-ce qu'attendent et pas qu'est-ce qu'ils contribuent. Et ça, c'est extrêmement important. Donc pour moi, le fait que ce soit rural ou urbain a pas... Enfin, c'est pas une difficulté, c'est vraiment la méthode pour co-construire le projet. Après, est-ce que si c'est transitoire ou non, non, je pense pas. Il se trouve que là, c'était transitoire, mais que ce transitoire avait aussi pour objectif de permettre l'implantation de manière durable de structures dédiées à la grande précarité. Donc effectivement, ça a réussi, puisque normalement... C'était marqué un écoquartier, ouais. C'est chic, c'est un écoquartier. Ils n'avaient pas du tout prévu d'avoir des structures relevant de la grande exclusion. Et finalement, comme ça a démontré qu'il y avait une acceptabilité dans ce quartier de ce type de structure, eh ben, ils l'ont prévu dans le projet final. Donc ça a servi à ça. Mais si au niveau du territoire, il y a une acceptation dans la durée, je ne suis pas certaine que le caractère d'occupation temporaire soit une des conditions de la réussite. Voilà. Donc j'espère avoir répondu de manière précise à votre question, qu'il était tout autant. Merci pour la table ronde. Pour moi, la recherche participative, c'est un peu une découverte. Mais j'entends société civile, co-construction, transformation sociale. Et je voulais un peu interroger l'impact que ça a à un niveau plus global, parce qu'on parle beaucoup d'initiatives plus locales, de financeurs globaux qui vont financer une recherche sur un projet ou sur un besoin très local. Mais Armelle de Guibert parlait de la loi Elan. Enfin, ça a débouché sur une loi. Et... Donc, je travaille en protection de l'enfance dans un département, et quand j'entends qu'un département a financé une recherche sur les alternatives au placement, et on est exactement dans cette problématique, et je pense dans tous les départements, et que chacun mène un peu sa petite popote pour essayer de rechercher des solutions un peu au drame qui se passe actuellement sur la protection de l'enfance, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aller à un impact plus global et partager ces résultats de recherche ne serait pas une dimension de cette recherche collaborative pour vraiment que la société, cette co-construction avec la société civile profite à tout l'ensemble de cette société civile. Une grande question sur l'impact déjà des travaux. C'est vrai que en tant que chercheur, on peut, surtout si on est préoccupé de savoir à quoi va servir ce que je fais, et est-ce qu'elle est... Donc ça, c'est une question complexe. Sans doute, il y a une idée qu'à un moment donné, c'est aussi les petits ruisseaux. Là. Enfin, l'impact, c'est pas juste une recherche. Voilà, c'est quand à un moment, ça rentre en congruence. Les résultats d'une recherche vont rentrer en congruence avec un événement marquant qui se passe sur le territoire, un élu qui va être porteur, et d'un coup, tout ça fait système. Mais je ne crois pas trop à l'impact de la recherche toute seule. Et sur le local global, ou sur comment on fédère davantage,
ces petites actions les unes avec les autres, que ce soit recherche ou autre. Je pense que là, moi, à titre individuel, ça pose la question aussi de la posture du chercheur, enfin, dans son engagement aussi. Enfin, est-ce qu'à un moment, il s'arrête à la production de connaissances ou il est en veille par rapport aussi au sujet qui est travaillé pour s'engager sur d'autres niveaux, à d'autres niveaux, et parce que aussi peut des fois avoir un rôle qui lui donne un peu de légitimité et d'en s'en servir. Et du coup, ça, c'est une grande question sur la science critique ou l'engagement, mais je ne vais pas ouvrir un débat ici, mais voilà. Juste témoigner d'une chose, il y a des labos ou des chaires, j'en fais partie d'une, la chaire TEMAP en l'occurrence, qui ont une pratique de chercheurs associés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément de diplôme académique dans la recherche, mais qui peuvent apporter les sujets qui sont les leurs et les partager avec les chercheurs. Et du coup, ça permet de faire lien entre les préoccupations de la société civile et la recherche académique. Donc ça, par exemple, c'est un moyen de répondre un petit peu à votre question, c'est-à-dire que les labos de recherche ou les chaires puissent faire rentrer en leur sein des gens qui vont apporter les préoccupations d'intérêt en fonction effectivement de l'orientation de la chaire et du laboratoire. Je vous propose qu'on s'arrête là. Profitez bien du salon, de tout ce qu'il y a à voir. Merci encore à nos 3 intervenantes et belle journée à tous.
une bonne démarche, parce que c'est vrai que des fois, quand on donne la responsabilité aux chercheurs d'aller chercher... Enfin là, on est dans une recherche avec des acteurs, mais qui est tout le début sur la question de l'accessibilité, tout ça. Et là, du côté des chercheurs, nous, on pense des financements comme ANR et tout ça, et on se dit, oh là, ouais, mais le truc, c'est que ça va nous pousser vers l'académie, et du coup, ça va nous éloigner, enfin, en tout cas, ça nous met en difficulté des fois dans la prise. C'est pas les mêmes